Bienvenue dans cette huitième vidéo consacrée au domaine continental et à sa dynamique. Nous sommes toujours dans le chapitre 3 autour d'un modèle de formation des chaînes de montagne. Après avoir vu les océans, les traces d'océans anciens au travers de la lithosphère océanique ou des marches passives, et puis avoir travaillé sur les traces d'une ancienne subduction, notamment d'un point de vue pétrologique. Le principe étant aussi de comprendre quel est le moteur entre ce moment où un début d'une compression et la fabrication, la construction, le, le démarrage d'une subduction. Donc pour compléter ce qu'on avait déjà vu dans la vidéo précédente et pour introduire cette nouvelle vidéo, voici une tomographie sismique du dessous de l'Himalaya, où on observe bien ici la plaque plongeante, fracassée, fracturée, probablement en train de se déliter, mais néanmoins, il existe bien une trace ancienne de subduction préalable à la formation de la chaîne de l'Himalaya, donc la formation d'une montagne, d'un relief. Donc en fait, on a bien une, une hypothèse qui se confirme de l'existence d'une subduction avant la collision. Néanmoins, ceci laisse quand même une question, c'est on connaît nous deux structures, la structure du stade subduction, la structure du stade sans subduction, une structure de rifting, et puis le rifting et le stade de type océan, par exemple l'océan Atlantique. La question c'est à quel moment et comment peut se faire la rupture de manière à ce que cette compression entraîne un début de subduction, quel est le mécanisme et comment ensuite se perpétue, se continue cette subduction dans le temps jusqu'au moment où les deux zones continentales vont rentrer en collision. Alors, ce qui est perçu, ce qui a été analysé au travers des différentes méthodes, c'est qu'en fait, on peut calculer vers quel moment la subduction peut avoir un début, notamment après avoir travaillé sur l'isostasie. On voit d'abord que en moyenne, l'éloignement des dorsales est d'environ 10 km par million d'années. Donc cette expansion océanique à une vitesse d'environ 10 km par million d'années en moyenne. La deuxième chose, c'est que la croûte océanique reste d'une densité d'environ de 8, même de 9, et d'une épaisseur de 6 km, elle est relativement constante. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est qu'à la dorsale, où on avait bien vu qu'il y avait une remontée et qui provoquait une décompression adiabatique du menton, du manteau, eh bien, l'isotherme de 1300 degrés, qui est effectivement cet isotherme qui va permettre la fusion partielle des péridotites et qui se trouvait très peu de kilomètres quasiment à la surface au niveau des dorsales, eh bien, on se rend compte que cet isotherme de 1300 degrés va progressivement s'enfoncer dans le manteau et donc on va assister à un refroidissement progressif et donc à une augmentation de la masse volumique, puisque le refroidissement va entraîner une augmentation de la masse volumique, les objets plus froids ayant une densité, une masse plus importante que les objets de même nature mais ayant une température supérieure. Et donc au fur et à mesure de l'éloignement de la dorsale, on voit une augmentation de l'épaisseur donc de la lithosphère océanique. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir, grâce à par exemple un tableau qui vous est donné sur un tableur et sur lequel euh, il peut être proposé, demandé de faire un travail de réflexion avec une hypothèse. L'hypothèse étant de démontrer qu'à un moment donné, les conditions d'une subduction deviennent possibles, sont réunies. Et bien, dans ce tableau, on va pouvoir indiquer l'âge de la lithosphère en millions d'années, la distance à la dorsale en kilomètres, hein, on se rappelle que c'est 10 km par million d'années,
Et troisième ligne, l'épaisseur de la croûte océanique qui ne change pas. On va la considérer entre 6 ou 7 km. Et ce qui va évoluer, c'est cette épaisseur du manteau lithosphérique, puisqu'il y a un refroidissement, puisque progressivement le manteau lithosphérique s'épaissit, mais devient de plus en plus froid. Eh bien, on va pouvoir montrer que l'épaisseur est en lien avec le temps, sous la forme de 9,2 racines carrées du temps, ce qui va donner un résultat en kilomètres. D'autre part, la densité de la lithosphère océanique complète, c'est-à-dire entre la croûte et le manteau, et bien effectivement cette lithosphère va évoluer puisqu'il y a une évolution de l'épaisseur du manteau. Et enfin, la densité de la sténosphère reste toujours la même, quelle que soit la distance, par le principe de l'isostasie, quelle que soit la distance à la dorsale. Donc à partir de ce moment-là, il est possible d'utiliser un tableur complété, d'utiliser des formules dans ce tableur, de construire des formules afin de pouvoir calculer quelle est la densité finale de l'épaisseur du manteau, puisqu'il va y avoir une évolution de la proportion entre l'épaisseur de la croûte et l'épaisseur du manteau lithosphérique. Ceci peut être représenté, comme nous le disions, sous la forme d'un tableur, sous la forme d'une figure. Par exemple, voici la figure qui peut être attendue, donc variation de la densité de la lithosphère et de la sténosphère au cours du temps. La sténosphère n'évolue pas, elle est d'environ 3,25. Par contre, ce qu'on repère effectivement, c'est que la densité de la lithosphère océanique, qui est donc composée de manteau lithosphérique et de croûte océanique, eh bien cette densité va augmenter progressivement jusqu'à croiser vers l'âge entre guillemets de 30 à 40 millions d'années, jusqu'à croiser donc la densité de la sténosphère. Si on en revient au principe de l'isostasie, cela veut dire que à partir de cet âge-là, à partir de ce point-là, la masse globale de la croûte océanique, en tout cas de la lithosphère océanique, crée un déséquilibre puisque à partir de ce moment-là, la lithosphère océanique aura tendance à s'enfoncer, à entrer en subsidence, qu'on va appeler subsidence thermique, elle est principalement liée à un refroidissement. Elle va rentrer en subsidence thermique dans la sténosphère. Il faut bien être conscient que dans un premier temps, la lithosphère océanique reste toujours jointive avec la lithosphère continentale au niveau des marges passives. Donc dans un premier temps, même s'il y a une tendance à la subsidence, euh, il ne se passe rien puisque les tensions sont produites au niveau de cette frontière. Donc pour conclure, on a bien donc cette notion de subsidence thermique, on a cette notion de croisement et d'augmentation de la densité de la lithosphère océanique qui tend à devenir de plus en plus forte et plus élevée à un moment donné que celle de la sténosphère. La notion de tension qui se crée notamment au niveau de la marge passive. Et il suffit de quelques éléments pour que, à un moment donné, comme ça puisse passer probablement pour les Alpes, c'est-à-dire que pour les Alpes, la suspicion, l'idée, c'est qu'il y aurait eu une première rupture, un début de subduction océan-océan vers 80 millions d'années d'âge de la subduction, de la lithosphère océanique. La dernière chose étant qu'à partir du moment où la subduction débute, c'est-à-dire à un moment où il y a le décrochage entre les deux parties de la lithosphère, que ce soit lithosphère océanique par rapport à une autre morceau de lithosphère océanique ou de lithosphère océanique par rapport à la lithosphère continentale. Et puis à partir de ce moment-là, on va parler de marge active puisqu'il va y avoir des phénomènes de séisme et on verra d'ailleurs un peu plus tard des phénomènes de magmatisme. Ces deux types de subduction actives, donc, que nous avons déjà vus, sont de type océan-océan, au type des Mariannes, Tonga, etc., ou de type océan-continent, comme dans les Andes. Voilà représenté à partir
d'un document la différence nette, claire, précise de la densité de la plaque plongeante par rapport à la sténosphère, qui peut expliquer pourquoi la lithosphère océanique plonge sans aucun problème dans la sténosphère. À noter, et si on peut se rappeler qu'effectivement, dans ces zones profondes de la plaque lithosphérique océanique, eh bien, on sait qu'elles sont principalement constituées de métacabros en faciès éclogite et qu'on sait que la densité des éclogites est plutôt aux environs de 3,5. Voilà donc la présentation de ce qui se passe donc en termes de rupture et de possibilité donc d'induction et de création d'une zone de subduction avec à nouveau pour conclure avec ce schéma relativement propre donc la subduction type Chili avec subduction océan-continent et le subduction type Marianne océan-océan, avec la dorsale au milieu qui produit la création océanique, c'est-à-dire la production de matière océanique. Enfin, on peut se poser la question, quel est le moteur de la tectonique des plaques? Quel est le moteur du mouvement des plaques tectoniques et notamment des plaques lithosphériques océaniques? Alors, un ancien schéma montrait, qui n'est pas exactement ceci, mais qui pouvait induire en erreur, c'est de montrer qu'effectivement, bon, nous savons qu'il y a une remontée du manteau à l'aplomb des dorsales qui va créer donc cette fameuse décompression adiabatique et donc créer les conditions susceptibles de la, la, la fusion partielle du manteau avec la remontée de l'isotherme de 1300 degrés. Ici, au-delà du fait qu'il y a cette convection, on a l'impression que le mouvement des plaques lithosphériques, notamment au niveau des subductions, est induit par les mouvements de convection du manteau, avec des cellules de convection qui ont une sorte de mouvement perpétuel de montée horizontale, redescente horizontale. Alors ça, c'est un ancien document qui existe encore sur Internet. Et en fait, on peut se poser la question, est-ce qu'il est encore valable ou est-ce que peut-être quelque chose d'autre évolue avec peut-être un lien avec la subduction qui, ici par exemple, avec une flèche plus importante parce que la lithosphère est plus importante ou moins importante parce que la lithosphère est moins importante. Mais en tout cas, toujours est-il que d'expliquer que peut-être les mouvements des plaques lithosphériques océaniques pourrait être dû à d'autres phénomènes que simplement des mouvements à l'intérieur du manteau qui auraient suffisamment d'importance et de force pour pouvoir faire se déplacer les plaques. Alors, un argument qui semble quand même très déterminant, c'est ce tableau qui a été fait, cette courbe, enfin en tout cas ce graphique qui a été fait, dans lequel on voit le pourcentage de frontières de subduction pour chaque plaque, c'est-à-dire pour une plaque, à quel endroit, à quel pourcentage de ses bords sont en subduction, et en abscisse, la vitesse absolue de déplacement de ces plaques entre 5 à 10 centimètres par an. Ce qu'on découvre, c'est qu'il y a deux groupes. Un premier groupe avec une vitesse inférieure à 5 centimètres par an. Et dans ce groupe-là, il y a peu de frontières de ces plaques-là qui se trouvent dans une subduction. A l'inverse, dans ce groupe-là, le deuxième groupe, qui a une vitesse absolue de déplacement qu'on va dire plutôt rapide, eh bien, on se rend compte que dans ce groupe-là, le pourcentage de ces frontières, de ces plaques qui se trouvent dans une zone de subduction, eh bien, est supérieur à 20%, jusqu'à 40%, par exemple, pour la plaque philippine. Donc ça nous fait penser qu'effectivement, plus une plaque lithosphérique possède de frontières en subduction, plus elle se déplace vite. Ce qui tendrait à prouver que c'est la subduction, c'est que c'est la plaque plongeante qui va entraîner le reste de la plaque. En tout cas, c'est une hypothèse, c'est une démonstration indirecte,
Ça reste encore de l'ordre de la... Il y a encore d'autres indices qu'il va falloir découvrir. En tout cas, pour l'instant, on peut avoir une première hypothèse du fait que effectivement, donc, ces deux groupes vont montrer que effectivement, c'est probablement que la densité au niveau de la zone de subduction liée à la formation des éclogites peut suffire à créer un effet donc de balancier, un effet d'entraînement de tout le reste de la plaque du fait de la plongée progressive par le fait que la densité est plus élevée que celle de la sténosphère, plongée progressive du bout de la plaque tectonique. Voilà, ceci est une première idée, mais elle a le mérite en tout cas de bien montrer que probablement, même si les autres mouvements type accrétion, l'accrétion océanique à la dorsale, voire les mouvements de convection du manteau qui existent néanmoins, qu'ils ont un rôle plus négligeable, mais que c'est principalement le mouvement et la subduction qui entraînent les plaques, avec ce schéma plus global où on montre bien que on ne revoit plus cette notion de mouvement de convection du manteau qui pouvait induire en erreur, mais on voit bien ce mouvement de descente. Alors ici, il descend très très bas, il descend jusqu'à la discontinuité de Gutenberg, c'est-à-dire jusqu'au noyau. On peut penser que ce n'est pas aussi profond, mais néanmoins, ceci étant, on retrouve ce mouvement lié aux subductions et qui entraîne les différentes parties. Donc en conclusion de ce point 4 sur le moteur de la subduction et en tout cas la création du moteur de la subduction, bien on peut expliquer qu'il y a d'abord un refroidissement, celui-ci est indéniable, un refroidissement, un épaississement de la lithosphère océanique qui tend à subducter, à subsider à l'intérieur de la sténosphère du fait que sa densité est plus élevée, sa masse est plus élevée, sa densité est plus élevée que celle de la sténosphère, que pour des raisons qu'on est encore en train d'envisager de manière hypothétique, un début de compression peut créer une cassure de la lithosphère, cassure d'abord de la croûte puis de la lithosphère, qui peut entraîner le début de la subduction, et cette subduction ensuite peut s'entretenir grâce à cette densité plus importante qui entraîne qui tracte le reste de la plaque lithosphérique.